20h en direct sur Radio Occitanie, en live vidéo sur Facebook et également sur la chaîne YouTube de l'émission. N'hésitez pas à aller vous y abonner, bien entendu, c'est important. Oui. On va parler agriculture maintenant, donc il faut se le dire. Il y avait la manifestation. Il y avait la manifestation à Toulouse. Alors moi, ce qui vient, c'est que je ne prends pas le périph'. Donc, mais pour ceux qui moi non plus, c'est quoi J'étais au centre-ville aussi, et à l'hypercentre hier, ça je peux te le garantir. Moi j'ai photographié une amie entre des policiers. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Pour la manif. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y en avait plein, place Saint-Étienne. Alors nous avons avec nous, vous l'avez déjà vu, Mathieu Maronès qui est avec nous, agriculteur. Bonsoir. Bonsoir. Donc chez Bonsoir, les jeunes merci. Après, merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir encore une fois. Vous savez, les agriculteurs sont très occupés, très pris par leur travail. Et voilà. Quand même soyons un petit peu honnêtes, là, avec la météo qui fait ces jours-ci. Oui, vous avez le temps de faire des manifs. Ça fait une petite animation. En fait. Je préférerais rester quand même à la campagne. Ah. Honnêtement, là, bon, c'est vrai que ça fait de l'animation en ville. Ouais. Mais je préférais quand même rester. Bien entendu. Bon alors, Mathieu, il y a eu cette manifestation qui a bien marché, hein, j'ai l'impression. Pas vraiment, non. Alors, c'est pas vrai. Alors, elle a bien marché en termes de participation. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, alors moi, depuis 2009 que je fais du syndicalisme auprès des JA 31. C'est la première fois que je vois une manifestation avec autant de monde. Alors, c'était une manifestation régionale. Oui. Donc, avec un appui beaucoup plus grand, surtout maintenant qu'on est Occitanie et plus Midi-Pyrénées. Exact. Il y a eu des bus qui sont venus d'un peu partout. Donc, c'est la première fois que je vois autant de tracteurs et autant d'agriculteurs mobilisés. Donc, c'est bien qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et que le ras-le-bol est vraiment de plus en plus présent et grandissant. Donc, c'est pas pour rien qu'on est sorti. Alors, justement, grandissant, parce que depuis la dernière fois, rien n'a changé. Non, je n'ai pas changé. Là, si, juste 2024. Ça a changé. Mais après, non, le reste, ça n'a pas changé. On n'est toujours pas écouté. On a beau faire des réunions. C'est ça, lorsque vous dites, vous n'avez pas été écouté. Vous pouvez nous rappeler vos combats, les motivations. Alors, il y en a, elles sont trop nombreuses aujourd'hui, mais on en a listé quand même quelques-unes. On est sorti mardi par rapport à l'augmentation des taxes sur l'eau, par rapport à l'augmentation du GNR. C'est quoi le GNR ? GNR, pardon, c'est le gasoil non routier. C'est le gasoil qui est utilisé pour les agriculteurs, pour les TPE. 10%, c'est ça ? 10% d'augmentation ? Oui, non. Non, c'est 20 centimes étalés sur 7 ans d'augmentation par litre. Voilà, donc ça y a pas à parler de ça veut dire quoi, 20 centimes étalés 20 centimes d'euros, pardon, le litre d'augmentation. Mais sur ça, tous les 7 ans, les ans, étalé ça sur monte. 7 ans. Le but, en fait, est de passer à terme qu'il n'y ait plus de GNR, qu'il n'y ait plus de gasoil spécifique agriculteur, et qu'on passe au blanc, comme tout le monde à la pompe à Leclerc ou autre. Je ne vais pas faire de la pub, hein, mais... Auchan et Carrefour. Voilà. Et qu'on passe au gasoil classique, qui est au prix d'aujourd'hui 1,70€ par là. En fait, que le prix du gasoil auquel vous avez accès s'aligne sur le prix du gasoil lambda. Exactement. Okay. Exactement. Et c'est quoi votre consommation moyenne de... À peu près, on consomme à peu près 100 litres hectare en agriculteur. Alors ça va de 80 à 150 pour être vrai. À 150 c'est très rare, mais en moyenne c'est 100 litres hectare et par an. Donc si vous mettez une augmentation aujourd'hui, c'est 20 centimes qui sont actés pour les 7 prochaines années. Et on le sait, derrière, ce qui se cache, parce que ça fait des années qu'on en entend parler, c'est l'augmentation totale pour arriver. Ça fait 60 à peu près 60 centimes de différence aujourd'hui entre le blanc et le GNR. Donc demain, c'est ce qui nous pend au nez. Donc il ne faut pas laisser passer, parce qu'aujourd'hui, une ferme moyenne en Haute-Garonne, c'est 200 hectares. Si vous faites un calcul très rapide, 200 hectares, ça fait 4 000 € d'augmentation par an et par ferme. C'est pas jouable. Quand on sait que le revenu moyen d'un agriculteur en Haute-Garonne est de 6 000 € par an, si vous y mettez 4 000 € d'augmentation, il en reste encore moins, quoi. Oui. Donc le GNR, les suivantes. Oui, les suivantes. Il y avait la MHE. La MHE, c'est une maladie qui touche les vaches, qui est appelée le Covid des vaches. Sympa. Est-ce que vous les vaccinez ? Alors justement, c'est dans nos revendications. Alors il n'y a pas de vaccin encore, mais il y a quand même des tests. Pardon, il y a quand même des tests. Aujourd'hui, ces tests, ils sont même pas remboursés par l'État, donc c'est à la charge des agriculteurs. C'est la première des revendications sur cette partie-là de MHE. C'est au moins que la partie vétérinaire soit prise en charge par l'État. C'est pas le cas aujourd'hui. Et ça fait 6 mois que ça dure, un peu plus même. Quand on leur demande, à chaque fois, c'est Paris qui répond pas,
Alors c'est facile, hein, Toulouse on se cache derrière Paris. Mais maintenant, nous les frais ils sont avancés par les agriculteurs. Ça coûte combien un vaccin d'une vache? Alors, c'est pas un vaccin, c'est juste des tests aujourd'hui. Alors j'ai pas le chiffre parce que moi je suis céréalier. D'ailleurs on l'a pas fait. La dernière fois on a fait la même erreur. C'est vrai. Donc, je me suis pas présenté. Donc moi je suis céréalier. Pas de vache. J'ai pas de vache, non. J'ai un frère qui a des vaches, mais moi c'est pas mon métier, c'est le sien. Donc je lui laisse faire. Et puis c'est pas ce qui me plaît le plus. Chacun son métier. Dans l'agriculture, il y a des céréaliers, des éleveurs, des viticulteurs, des maraîchers, des arboriculteurs, tout un tas de choses. Moi, c'est céréalier. Je suis au nord-est de Toulouse, à Bon-Repos-Riquet, petite commune. Voilà, je suis céréalier et entrepreneur agricole. Donc, sur la partie céréales, je maîtrise mieux que sur la partie élevage. Je sais pas le prix exact de ces tests, Covid, on va dire, des vaches. Je sais que par contre, derrière, je connais les effets néfastes des c'est comme suites. chez nous, quoi. C'est à peu près comme chez nous. Voilà. On a des Petit avortements. cancer. On a des avortements sur les vaches et on a des potentielles stérilisations sur les vaches. Donc, amaigrissement aussi pendant la maladie. Donc, des frais supplémentaires pour les remettre en forme. Ça fait un paquet de charges supplémentaires auxquelles l'État ne répond pas présent, alors que c'est une maladie qui a été importée, est arrivée de l'Espagne par chez nous. Au final, nous, on y est pour rien, mais bon, le Covid, c'est pareil, on y est pour rien, il est arrivé de Chine et on ne va rien reprocher. Mais aujourd'hui, ça plombe l'élevage d'Occitanie et c'est problématique, quoi. Donc la non prise en compte financièrement des tests. Des tests et potentiellement, le problème c'est qu'on parle à l'instant T aujourd'hui, c'est des tests, mais en fait c'est une maladie qui a des effets à long terme, je vous ai dit, sur certains avortements, des potentiels des vaches qui n'arriveront plus à avoir stériles, qui deviendront stériles, et là vous n'avez plus aucune. Alors c'est malheureux, mais il faut parler quand même de rentabilité derrière, et on les élève, on les aime, nos bêtes, on les élève pas pour les laisser dans la nature, et voilà. Et derrière il y a la rentabilité, il y a un problème derrière de ces vaches, et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Au bout d'un moment on peut pas tout. Non. Et alors le quatrième point, parce que là, le quatrième point effectivement, c'est sur la concurrence déloyale des marchandises qui rentrent en France, qui sont produites avec pas tout à fait les mêmes normes que nous. Oui, ça, alors les marchandises étrangères hors Union européenne, c'est une chose, c'est la plus problématique, mais il y a aussi des marchandises au sein de l'Union européenne qui rentrent en France et qui ne sont pas avec les mêmes normes que nous. Ça reste de la concurrence déloyale avec nos voisins, pour ne pas les citer, c'est les Espagnols sur certaines productions. Alors j'ai rien contre eux, c'est pas le problème, mais nous on veut bien en fait respecter toutes les règles, on le fait de toute façon parce qu'on est ultra contrôlé, mais le problème c'est que à force de nous rajouter des règles et de faire rentrer de la marchandise, ils le vendent sur le même marché que nous. Et pas avec les mêmes normes. Avec les mêmes normes, c'est ça le problème. C'est un gros problème. On marche sur la tête sur ça, on est d'accord. C'est pour ça qu'il y avait le slogan au niveau jeune agriculteur, on marche sur la tête. C'est pour ça qu'on a j'avais même pas fait retourné les panneaux d'entrée de village. Parce que tous les panneaux, vous le remarquez, sont retournés justement. Voilà. En plus. On marche sur la tête. Ça, c'était vraiment une action, à mon avis, frappante. Ouais. Oui, on essaye vraiment sincèrement de trouver des actions qui sont frappantes et de communication positive. Ça a été le bon coup, c'était les agriculteurs du Tarn qui ont commencé et ça a été repris un peu partout en France entière aujourd'hui. Même à l'étranger, je crois que j'ai vu passer en Allemagne quelques. C'est vrai qu'en Allemagne, en ce moment, ça y va aussi. Et donc, du coup, on essaye de faire ces opérations de communication positive. C'est pas toujours facile. Après, il y a des opérations de communication un peu plus négative, comme les blocages sur le périph' ou les opérations escargots et autres. Disons que vous reprenez les actions des salariés lambda. Le problème, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à se faire entendre quand on fait des opérations. Voilà, l'opération des panneaux, c'était super, mais au final, la plupart des maires, ils étaient contents, ça n'avait pas de problème. Quelques-uns qui ont râlé, mais c'est une minorité, on ne va pas en parler. Mais après, ça s'arrête là. En fait, quand on va après négocier à la préfecture ou à la cité administrative ou des trucs comme ça, les panneaux retournés. Non, mais alors ça, c'est vrai que l'État et même les collectivités n'ont pas le sens de la négociation, ce qui n'est pas vrai dans d'autres pays. Non, mais je suis d'accord. Il faut monter le rapport de force, comme pour des salariés lambda. Oui. C'est pas pour faire la pub aux types qui manifestent, aux salariés et machin, mais vous avez exactement les mêmes modes d'action, parce que sinon, vous n'êtes pas entendu. Ah ben oui. Voilà, non, mais je tiens à le dire, parce qu'on n'arrête pas de dire que les gens sont en grève, mais si il y avait une table de négociation qui s'ouvrait réellement, peut-être que ça se passerait différemment. Avant chaque grève, il y a quand même eu des négos avant.
et on n'arrive pas à... C'est pas la joie de faire la grève, non. Vous le savez, et le truc, c'est que voilà, les négos, on ne les voit pas. Alors, c'est pas la peine de communiquer sur les réunions de négociation qui sont faites avant. Mais le jour même, on arrive parce que les réunions avant, elles n'ont rien apporté. Quand vous arrivez et qu'il n'y a personne dans la rue, oui, bon, mais vous faites une réunion, 1 heure, 2 heures, vous perdez du temps, ils perdent du temps. C'est pas une réunion de concertation, c'est une réunion pour faire savoir que vous avez été reçu. Voilà. C'est pas tout. Non, mais il y a exactement les mêmes problèmes. On n'a pas une culture de négociation en France. C'est un vrai problème. On a une culture de confrontation. Et les choses sont faites pour être changées et il va falloir que ça change. Et c'est quoi la prochaine étape pour vous faire entendre ? Alors là, déjà, dès à présent, aujourd'hui, il y a eu des blocages au niveau de Carbone sur l'autoroute A64. Il va y avoir des blocages ponctuels. J'ai entendu qu'il y en avait sur Pamiers aussi. Alors, je n'ai pas le lieu exact, mais il y a eu un petit blocage sur Pamiers. Il y aurait des blocages sur Carcassonne. Il va y avoir des actions régulières à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce qu'on ait des avancées. Alors, je ne dis pas d'avoir... On peut savoir quand il y a les blocages. Non, c'est pas des blocages, c'est des opérations escargots. Vous n'avez pas le droit de bloquer. C'est pas des blocages. On est bien d'accord. On peut passer avec l'automobile. Voilà, mais vous passerez plus doucement. C'est un gros filtre. Voilà. Là, par contre, à Carbone, l'autoroute est fermée sur un tronçon. Vous pouvez sortir et re-rentrer après, mais voilà, du coup, ça filtre effectivement. C'est un gros filtre parce que vous n'avez pas le droit de bloquer en fait. C'est une bonne solution pour la sécurité routière. Ah oui. Là, ils ralentissent. Oui, c'est vrai, oui. Exact. Ce qui peut poser après l'intérêt de prendre l'autoroute. Et donc le coût de l'autoroute, ben oui, voilà. Non, mais ça, c'est ça qui est vraiment, je pense, intelligent. Oui. Mais... On a un ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Est-ce que vous êtes entendu ou pas ? Là, en plus, il y a un remaniement. Je crois qu'il n'a pas bougé, lui. C'est toujours le même. Je ne sais plus, je me tourne vers... Je t'avoue quand même que je ne suis plus. Là. Tu n'y arrives plus. Non. Avec la polémique sur le ministère de l'Éducation nationale, Rachida Dati, sa première action en tant que ministre, c'est de dire qu'elle sera candidate à Paris. Ça, c'est quand même extraordinaire. On y reviendra après. Parce que j'ai pas au courant. Extraordinaire. Oui, mais attendez. Si dans 3 ans, elle se présente à la mairie de Paris, ce qu'on sait tous, elle avait dit là, je n'y retournerai pas parce qu'on lui a posé la question, on leur a dit qu'elle a menti. Là, vous pouvez très bien dire comme tout politique. Excusez-moi, je prends d'abord le costume du ministère de la Culture. Je prends rendez-vous avec les professionnels. On va voir comment on appréhende la thématique. Pour cette question, nous donnons rendez-vous dans 1 an. T'as raison. Et puis alors, tout le monde aura bien compris. Putain, t'as raison. Donc, comme quoi, je suis content qu'on fasse cette émission. Donc, parce que tu vois, j'ai été buté sur ça. En fait, là, tu viens de... Pierre Nicolas, t'as la culture. C'est pas non, c'est pas le tempo. C'est pas le tempo. À un moment donné, je me demande ce que font les agents de com parce que t'as une très bonne réponse justement. Peut-être qu'il y a un deal entre Macron et Dati pour récupérer les macronistes à Paris pour aller taper Hidalgo parce que c'est à quoi tout le monde pense. Oui. Bon, sur conseil de Sarko. C'est possible. Bon alors justement donc un ministère. Le ministre n'a pas changé. Le ministre n'a pas changé. Notre ministre n'a pas changé. Donc il connaît les problèmes. Donc il connaît les problèmes. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Il ne peut pas se planquer derrière le fait de dire j'arrive au ministère, je prends connaissance des dossiers, je vous rappelle. C'est ça, on ne redémarre pas à zéro. Pour le coup, on va gagner quelques semaines. Malheureusement, il était inexistant avant, il sera inexistant demain, je pense. Alors, c'est pas pour faire de la politique, mais on avait un très bon ministre, celui d'avant, qui était de Normandie. Pour nous, agriculteurs, honnêtement, c'était un bon ministre pour le métier. Et on a hérité d'un ministre, pour moi, moins bon. On fera avec, de toute façon, on n'a pas le choix. Le problème, pour rebondir sur Dati et sur les autres, c'est qu'on a des politiques qui sont des carriéristes, en fait, et ils n'arrivent pas à... voilà, il faudrait que ces ministres ils soient à la cause de leur ministère, et pas juste à la cause de leur carrière de demain. Ça, c'est problématique aujourd'hui. Vous prêchez un convaincu. Oui, non, mais c'est vrai. Je suis carriériste, mais je m'en fous, je ne suis pas ministre. Moi, je fais de la politique, je ne fais pas la politique pour faire carrière. C'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai. Sinon, tu es acteur. Il faut aussi que les ministres soient un peu les pieds sur terre. Oui, se reconnaître. Comment tu vois ça, toi, à ton jeune âge? Oui, c'est vrai. Raconte-nous. J'y pense pas grand-chose, parce que de toute façon, je m'intéresse pas trop à la politique, parce que j'étais un peu trop déçue de la politique, donc là, je m'intéresse plus du tout. Si je peux me permettre, Camille, écoute bien ce que je vais te dire. Tu t'intéresses pas à la politique, c'est ton droit. La politique va s'intéresser à toi. Il faut jamais oublier ça. Tu es maître quelque part de ton destin. Et oui, c'est ça le problème. C'est qu'il y a plein de gens qui disent ouais, la politique, machin, etc. Mais regarde, les agriculteurs, ils font des manifestations depuis déjà des années et ça n'a toujours pas évolué. Tu as un bulletin de vote. Oui, mais bon. Tu as un bulletin. Mais on a tous des est-ce qu'il ne serait pas truqué? Non, les votes truqués. Non, mais alors ça quand même. Non, ça, le nombre de partis aux États-Unis. Non, c'est en Russie. Ça. Et aux États-Unis, on vote par vote électronique.
Ouais. Et là, on peut truquer les trucs. Ça peut arriver. Non, en France, on vote encore avec du papier. Non, l'opinion publique, par contre, peut être un petit peu orientée. Après, c'est aux gens de ne pas être bêtes. Voilà. Ça, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué, c'est vrai, Paul. Enfin, on considère que nos concitoyens ne sont pas idiots. Ah, moi, je considère qu'ils ne sont pas idiots. Je suis d'accord. Je considère qu'ils ne sont pas idiots. C'est pour ça que je ne comprends pas trop. Maintenant, l'éducation avec l'école ne nous apprend plus à avoir de partis. Un avis, tu veux dire à penser, à On a réfléchir. stéréotypé à force. C'est un peu le concept de maintenant. Et malheureusement, on leur apprend plus à réfléchir de par eux-mêmes. C'est pas intéressant qu'ils réfléchissent. Et c'est nous agriculteurs, on parle du bon sens paysan et les gens le perdent ça. J'ai l'impression qu'on le perd effectivement, même en général le bon sens paysan. Mais avec le bon sens, on pourrait faire beaucoup plus de choses. Mais bien entendu. Ouais. C'est un peu de logique, effectivement. C'est pour ça que je vais aller vivre un petit peu à la campagne. J'en ai marre des gens de la ville. Non mais c'est vrai. Et Toulouse, l'avantage C'est de qu'on là a, d'où c'est je que viens. c'est qu'on a une ville qui est proche de la campagne. Ouais. En un quart d'heure, vous êtes à la campagne. Ouais, c'est ce que je dis. Et nous, en une demi-heure, en tracteur, on arrive. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais oui, on a la chance parce que nos politiques à Paris, eux, il faut 2 ou 3 heures avant de sortir de Paris pour aller voir Ouais, un c'est champ. très compliqué, ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils sont déconnectés. C'est très compliqué. Mais par contre, pour rebondir sur les faits politiques, je suis d'accord. C'est dommage de se désintéresser de la politique parce que même si on n'est pas d'accord aujourd'hui, laisser la chaise vide, en fait, la politique de la chaise vide, c'est jamais la bonne solution. Il faut taper du poing, il faut perdre du temps, aller s'investir. Après, pour défendre Camille, elle s'intéresse énormément quand même à toute l'actualité. Hein. Je sais. On s'en parle souvent. Voilà. Mais voilà, il faut pas surtout. On parle pour surtout les les auditeurs, quoi. Il Ouais, faut c'est vrai. ne laissez pas la chaise vide Avoir une et arrêtez de conscience, râler en sans fait. avoir rien fait. Ouais, justement, on a un message. Entièrement d'accord. On a Mais un alors là, message. vraiment, je ne sais pas quelles sont vos opinions, vous ne savez pas quelles sont les miennes, mais je partage totalement ce que vous dites. Là, on a un message sur Facebook. Il faudrait que les ministres, quels qu'ils soient du métier qu'ils représentent. Oui. Peut-être, ça serait bien aussi. Mais c'est vrai que je me posais la dernière fois la question jeudi dernier, c'est comment tu peux changer de ministre, enfin de position de ministre. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé avec les jeunes avec Macron. Alors que c'est deux métiers quand même différents, même si ça reste ministre, c'est quand même. Et puis surtout, ils changent. C'est-à-dire que tu peux être de l'intérieur et d'un coup être à l'éducation Mais ou au sport, et d'un coup à l'éducation et au sport et aux Jeux Olympiques. Mais Parce c'est que- ça, mais- quoi. C'est pour ça qu'elle s'en mêlait les pinceaux, la pauvre ministre. Mais alors, je me J'en veux permets, pas, je vais cher. vous donner une explication quand même qui est la mienne. Ouais. C'est qu'à un moment donné, les dossiers sont tellement complexes que tu es obligé de t'appuyer sur des conseillers. Ouais. Bon, parce que tu es pas. Enfin, moi, je suis pas censé tout connaître. Il y a des trucs, même dans mon métier, Ah bon je connais qu'une petite partie de mon métier. Donc, je te dirais pas dans quoi je travaille. Mais à un moment donné, si j'étais Mais moi, je vais nommé te le dire. ministre, Alors, eh bien, devinette. j'aurais besoin d'avoir des conseils avisés. Ouais. Le problème, c'est que le ministre et les conseillers avisés sortent du même moule. Donc, ils pensent tous la même chose, ou du moins, ils sont dans la même vision. On a eu déjà des ministres de l'agriculture qui n'étaient pas agriculteurs et qui avaient une bonne politique agricole. On avait des ministres de sport, c'est pas vrai, c'était tous des grands sportifs, mais on avait des ministres à la santé qui étaient de bons ministres de santé, qui n'étaient pas forcément issus du corps médical. Donc ça dépend aussi de la personne et des conseillers que tu as avec toi. Mais c'est vrai qu'il y a des conseillers. Et oui, parce qu'on oublie toujours les en plus en conseillers. ce moment. Ils sont Eh très oui. bons. Non, mais on oublie toujours les Oui, non, mais c'est conseillers. vrai. Elle a viré Oudéa Cousteras, je crois, le conseiller communication. Je crois qu'il a été renvoyé. Ça serait bien aussi qu'elle arrête de nous prendre pour des cons en expliquant que c'est en fait son fils, elle voulait le faire sauter d'une classe, ils ont refusé dans le public, elle était dans le privé, pour être clair. Voilà le problème. On y Voilà. reviendra. On y reviendra sur cette affaire. Donc là, Mais vous j'ai rien êtes, contre le privé non plus. Hein. à un moment Il faut non que les plus. deux. Non, mais il faut que les Bien deux. sûr. Mais elle peut pas, en tant que ministre de l'Éducation nationale, taper sur une partie de l'éducation qui est l'éducation publique en justifiant. Et en plus, elle a menti. T'avais franchement avec elle. Et en plus, elle a menti. Mais Voilà. quel moule, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, alors les agriculteurs, là en plus on parle des règlements climatiques, tout ça, c'est vrai que ça vous affecte en plus particulièrement, hein. Vous êtes les premiers touchés en réalité, donc voilà, et donc par vous on est aussi touchés. Nous, notre patron, c'est clairement le climat. C'est vrai. C'est s'il pleut pas, on fait rien. S'il pleut trop, c'est cata. Enfin voilà. C'est pour ça d'où la chanson de Beko, le jour où la pluie viendra. Mais est-ce que On vous voyez s'en des va. réels changements climatiques? Oui, le changement climatique, ça, on peut pas le nier. Aujourd'hui, C'est quoi, les grandes lignes du changement climatique qu'on ressent nous ici en Occitanie, à Toulouse, c'est des changements de chaud à froid, de très sec à beaucoup d'eau, très rapide. Et avec après, par contre, ça dure très longtemps. Là, on voit que ça fait presque 3 mois qu'il pleut, pas des grandes quantités, mais régulièrement. Donc les sols sont détrempés, c'est gadou, on peut pas travailler. Et potentiellement, après-demain, il va se mettre à faire sec et ça va durer 3 ou 4 mois. Et nous, agriculteurs, on n'aime pas le temps qui dure.
On aime bien qu'il y ait de l'alternance, pluie, soleil, parce que vous avez tous fait un petit peu de potager et il faut du soleil et il faut de l'eau. Donc l'alternance des météos permet à ce que la culture se passe au mieux. Et là, c'est ces changements et ces durées, ces excès, c'est des très grandes chaleurs, des quantités d'eau. On a la chance, on touche du bois ici à Toulouse, on n'est pas trop impacté cette année, mais on a nos amis du Nord qui sont eux sous l'eau. Voilà, c'est des quantités énormes. L'eau et la glace maintenant. Et en plus, la neige et la glace maintenant. Donc voilà, c'est le changement qu'on ressent nous, c'est ça. C'est vraiment de passer de tout à rien d'un coup. Et je pense que ça va évoluer comme ça dans le temps, encore longtemps. Et est-ce que vous avez des solutions pour remédier Alors, les agriculteurs, on s'est toujours adaptés de tout temps, de toute façon, au changement. Le bon sens paysan. Voilà, donc on s'adaptera, on trouvera, on rentre des nouvelles cultures, on réessaye des anciennes cultures qui étaient un peu à l'abandon. C'est ça, voilà, oui. On change, on va trouver des solutions. Ça ne va pas devenir le désert, on ne sera pas le Sahara. Peut-être dans des centaines d'années, j'en sais rien, moi je ne le verrai pas et personne ne le verra, ici du moins. Mais voilà, on va s'adapter, on va continuer à faire de la culture et on fera la culture qui sera adaptée au climat qu'on aura, c'est tout. Après, aujourd'hui, dans les revendications, on a parlé tout à l'heure de l'eau, on demande aussi à stocker cette eau. Parce que cette eau qui tombe aujourd'hui et qu'on laisse partir à la Garonne, on ne la stocke pas et on ne peut pas la réutiliser au moment où c'est qu'il y a besoin de l'eau. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas beaucoup de culture dans les champs. Il y a quelques blés qui sont semés, mais ce n'est pas la culture qui a besoin le plus d'eau aujourd'hui. Tout petit, notre blé. Les cultures qui, dans 3-4 mois, qui vont être en place, elles auront besoin d'eau, même le blé. Et à ce moment-là, on n'aura pas de réserve. Pas aujourd'hui, on n'aura pas de réserve, on ne pourra pas irriguer nos champs. Alors, attention, on n'est pas dans les méga bassines de Sainte-Soline. C'est un autre débat. On pourrait débattre aussi parce que je connais un petit peu le sujet de là-haut. Ici, en Haute-Garonne, c'est des lacs collinaires qu'on demande. C'est pas des bassines, c'est des retenues, des petites digues avec des lacs pour 2, 3, 4, 10 agriculteurs. C'est des lacs de l'esprit de Sivens, qui n'était pas c'était une grande histoire, mais c'était pas le méga lac, c'était pas la méga bassine. C'est ces projets-là qu'on demande qu'ils soient réalisés. Quand on parle, alors ça va parler à certains, mais pas à grand monde. Il y avait un projet de barrage sur la Haute-Garonne à Charlas. Faut surtout pas en parler quand on est dans l'agence de l'eau parce que c'est le dossier le plus vieux et le plus problématique. N'empêche qu'aujourd'hui, s'il serait créé, ce lac-là, il pourrait permettre à la fois d'irriguer, mais aussi de l'eau pour la salubrité publique. Parce que il faut pas oublier qu'on a besoin de boire, que nos centrales à Golfech ont besoin aussi d'eau pour refroidir. Si on ne stocke pas l'eau, potentiellement, on ne pourra pas faire tout ça. Et je vais vous prendre un exemple par rapport à l'eau et au lac, pour défendre un peu les lacs quand même. Nous, au nord de Toulouse, chez moi, il y a un lac sur la commune, à cheval sur la commune de Montpitol et de Verfeil, le lac du Laragou. Mon père travaillait les champs qui sont sous le lac. Aujourd'hui, on ne travaille plus. Avant 92, il s'est créé ce lac. Avant, on passait, enfin mon père, moi je ne l'ai pas connu, il passait le fossé à sec l'été. Il n'y avait plus d'eau. S'il n'y a plus d'eau, dans un fossé, il n'y a plus de vie. Tous les organismes sans eau, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a toujours des champs qui sont après ce lac. Et tout l'été, je peux vous garantir qu'il y a 20 à 30 cm d'eau qui passe dans ce fossé. Ce fossé, c'est vert tout l'été. Il y a de la vie dans ce fossé tout l'été. Et moi, je trouve que, alors qu'il y a très peu, il y a un seul agriculteur qui pompe dans le lac aujourd'hui, il ne sert pas spécifiquement à l'irrigation en direct. Il y a peut-être des agriculteurs qui pompent dans les cours d'eau qui suivent le lac, plus loin. Mais en direct dans le lac, il n'y en a qu'un seul. Donc le lac, il sert essentiellement aux loisirs. Aujourd'hui, il y a des activités de loisirs autour du lac. Et on a un ruisseau qui a de l'eau et qui a de la vie. Et ça, si on savait le montrer et le développer, c'est pas un méga lac. Je vous invite à aller vous balader au Laragou, à Montpitol. C'est pas un méga lac, mais n'empêche que ça garde de la vie autour du lac. Et ça, moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas le développer et en faire plus comme ça dans la Haute-Garonne et sur tout le territoire. Voilà, en tout cas, elle est lancée. Alors, rapidement, d'abord, on va dire bonjour à Christophe, qui est à Montpitol. Christophe Marty, oui, exactement. Oui, qui est de Montpitol. Et est-ce que le niveau des nappes phréatiques est revenu à la normale ? Alors, parce que les opposants aux méga-bassines expliquent que quand on va stocker l'eau, ça empêche l'eau de passer dans les nappes phréatiques et donc de reconstituer les nappes phréatiques. Non mais, je vous pose la question, je ne veux pas rentrer dans le débat. Est-ce que les nappes phréatiques sont reconstituées en Occitanie ? Aujourd'hui en Occitanie, alors en Haute-Garonne, surtout pour le coup sur le bassin à Tour-Garonne, oui, les nappes elles sont à la normale par rapport à la date où on est. Par contre, les lacs, les réserves, elles, sont basses. Parce que on a manqué d'eau quand même depuis 2 ans, même si
pour être exact, sur 2023, le volume d'eau tombé sur l'année, grâce aux 2 derniers mois de l'année, est normal. Mais avant ça, on avait quand même un déficit passé. Donc les lacs, les réserves, elles sont basses. Elles commencent à se remplir que maintenant parce que justement les nappes, ça y est, on fait leurs réserves. Alors, oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais, c'est pas... voilà. Oui, non, mais pas de souci. Nous, on a un lac sur la ferme familiale et il commence à se remplir que maintenant. Un petit lac de 2 hectares, enfin, c'est pas un méga lac, mais n'empêche qu'il commence à se remplir que maintenant. Il était au plus bas. Je l'avais jamais vu aussi bas à la sortie d'été. Et là, maintenant, on voit le ruisseau qui commence à bien couler et à remplir le lac. Voilà. Donc les nappes en Occitanie sont correctes. Alors, attention, Occitanie, faut bien le... Non. Occitanie, vers ici. Vers Midi-Pyrénées, quoi. Ouais, l'ex-Midi-Pyrénées. Vous passez Carcassonne, là, c'est beaucoup plus problématique. Et là, j'ai une pensée pour mes collègues qui sont là-bas, où eux, ils ont encore des gros déficits d'eau chez eux. Notamment dans les PO. Hein. Oui. Là, c'est tout le pourtour méditerranéen. Alors, une question, et c'est pas un piège, c'est une question, et bon. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que l'INRA, par exemple, essaie de développer des semences de céréales, alors je vais prononcer le mot qui fait peur à tout le monde, génétiquement modifiées, pour qu'elles soient moins consommatrices d'eau? Et oui, pour qu'elles soient moins consommatrices d'eau. Ça peut être aussi un aspect... Ça existe déjà. D'accord. Alors, ils y travaillent quand même à sélectionner les variétés. À tout ça ou pas Comment ? Des effets secondaires à tout ça ou pas? Alors là, pour l'instant, en France, nous, on travaille juste à pas faire de l'OGM en laboratoire. C'est vrai, ça me fait peur. Mais ça fait peur à tout le monde. Mais ça dépend de fertilité en ce moment. Emmanuel Macron, non, mais... Et le problème, c'est surtout qu'on l'importe, les OGM. C'est ça, de fait, on les importe. Pas et on les étudie pas en France. Mais moi, je suis pour fermer, moi. On veut pas en faire. Il faut qu'on arrête de recevoir du caca des autres. Peut-être que c'est dangereux, effectivement, ces OGM, mais alors, ne les importons pas. Je suis d'accord avec vous. Et comme ça, il n'y aura pas cette concurrence déloyale et cette surproduction, etc. Pour rebondir sur l'INRA, aujourd'hui, Arvalis travaille à sélectionner les variétés. Là, c'est de la sélection en plein champ, des variétés qui consomment moins d'eau. On ne travaille pas à modifier le génome, mais on travaille à sélectionner les variétés. C'est déjà, c'est un progrès. C'est déjà un progrès. Et aujourd'hui, on le voit, de toute façon, on arrive à faire des maïs aujourd'hui en sec, sans irrigation, qui font 2/3 du rendement d'un maïs qui est irrigué. D'accord. Donc voilà, demain, alors le maïs c'est la bête noire de tous les anti-eau, anti-tout. Mais au final, si on arrive à faire un maïs en sec dans une bonne vallée, ça fait une culture qui rentre en plus et ça évite de répéter toujours les mêmes cultures. Non mais ils s'en comptent parce qu'on voit les grandes pompes là qui balancent de l'eau et qui en balançant sur le maïs arrosent aussi l'asphalte. C'est long clair quand même. Oui, non mais il n'y a pas que du tort chez eux. Et il n'y a pas que des bons agriculteurs aussi. Non, mais pas que des bons non plus. On est bien d'accord. Mais c'est pour ça que je vous posais la question de savoir s'il y avait des maïs en fait ou d'autres cultures céréalières qui étaient moins consommatrices d'eau. Parce que c'est ça en fait. Et c'est ce qu'on fait aussi. Quand je disais tout à l'heure qu'on rentre des cultures anciennes, c'est ça. C'est aller chercher des cultures qui consomment un peu moins d'eau ou qui ont un cycle qui est pas calé sur le même schéma que ce qu'on a aujourd'hui. Je pense à la féverole qui se faisait presque plus dans la région ici, qui est revenu, qui remplace, on va pas rentrer dans les détails, mais qui remplace une culture d'été et qui est une culture d'hiver du coup, qui permet d'avoir, parce que l'eau elle tombe l'hiver, donc si on mettait toutes les cultures, si potentiellement, alors c'est de l'utopie, mais si on avait toutes les cultures en hiver, tout irait bien. Sauf qu'à partir du mois d'avril, il y a plus d'eau jusqu'au mois d'octobre, donc et c'est là où on a le gros des cultures de maïs, de tournesol, de sorgho, voilà. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de la table? Je sais pas, Paul, une concernant l'eau, du coup, vous avez un peu parlé de solutions que vous aviez. C'est assez concret quand même ce que vous imaginez. Oui. Du coup, vous avez pu dialoguer. Et du coup, c'est quoi les contre-arguments qui vous reviennent? Parce que du coup, vu que ça n'a pas avancé, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui bloque de leur côté. Ce qui bloque le plus les problèmes de création, parce que l'eau c'est la création de réserves, c'est souvent, alors c'est pas comment dire, le budget, mais alors oui, déjà en premier c'est le budget aujourd'hui, c'est-à-dire que pour créer un lac aujourd'hui c'est 10 fois plus cher qu'il y a 20 ans, quoi. Ouais. Donc voilà. Après c'est tout le budget, il est aussi impacté. Alors il y a le coût du travail qui a explosé, mais il y a aussi le coût de toutes les études qu'il y a autour. Il y a 20-30 ans, on faisait pas n'importe quoi, attention, mais on faisait des lacs. Il y avait une étude qui était faite quand même, il n'y en avait pas 50. Et elle ne durait pas 2-3 ans l'étude. Aujourd'hui, un projet de lac, quand il sort, quand il est public, ça y est, on le sait que ça va arriver, c'est que derrière, il y a 5 ou 6 ans de travail en amont, de collègues qui ont fait des rendez-vous, des études et tout ça. Et ces études-là, souvent, elles trouvent quelque chose.
C'est soit la grenouille, soit le crapaud, soit le machin. Et là, vous avez dépensé du pognon déjà. Elles ont trouvé parce qu'ils cherchent, donc c'est comme d'habitude, quand vous cherchez, vous trouvez de toute façon. Voilà. Ils cherchent la petite bête qui fait que le projet va être plombé. Donc après, ils vous demandent de modifier le projet ou autre. Et là, 90% du temps, ça tombe à l'abandon. Ouais, j'ai fait un peu d'aménagement. Je sais qu'il y avait certains projets, parce qu'il y a tel type de sol à tel endroit, telle espèce en contrebas. Voilà. Ça peut prendre du temps, c'est compliqué. Alors, sur l'eau, parce que tout à l'heure, on a parlé de la manif de mardi, c'est le seul point qu'on a eu d'avancée mardi. C'est donc on a une redevance sur l'eau qui tombe du ciel. Hein. On a payé le lac ou la collectivité ou autre, et on paye l'électricité pour arroser, et on paye le matériel pour arroser, et on paye l'eau qui est tombée du ciel. Et donc il y a une redevance sur l'eau qui devait être revue à la forte hausse. C'était annoncé gelé par l'État fin d'année. Et l'Occitanie et le bassin à Tour-Garonne, ils n'étaient pas trop d'accord de le geler. Ça y est, c'est pour 2024, je l'ai vérifié avant de venir. Pour 2024, c'est gelé, il n'y aura pas d'augmentation de cette taxe, de ces taxes pour de l'eau et de pollution et autres. C'est comme ça qu'ils appellent. Et on verra pour 2025, mais de toute façon, c'est renégocié annuellement. Donc, ils nous ont dit on verra pour 2025, mais c'est normal parce que chaque année, on renégocie à la fin de l'année. Alors, il y aura sûrement des hausses tôt ou tard. Le juste, c'est que là, ils voulaient les doubler, les tripler, les taxes. Donc, j'étais même pas au courant de cette taxe. J'allais dire que c'est étonnant, mais en fait, non, pas du tout, vu qu'on est en France. Donc, ils aiment bien taxer un peu sur tout ce qu'ils peuvent. Elles reviennent toutes en plus en ce moment. Oui. Ils ont relancé. C'est bien. C'est bien, on aura plein d'argent comme ça, c'est chouette. Bon, peut-être un dernier mot à rajouter ou on va passer à l'actualité là en plus. Le dernier mot, l'ami, c'est juste encore une fois merci. Merci à toi, merci à Radio Occitanie, parce que ça fait plaisir d'être reçu, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des radios et des médias qui sont proches du territoire. C'est pas pour rien que ça s'appelle Radio Occitanie, de toute façon. Donc, on merci. est dans le Toulouse, Comminges, Lauragais, Rouergue, je regarde. Voilà, et j'espère à bientôt, mais pour dire que tout va bien. Exact, ce sera avec plaisir de toute façon et vous revenez, hein, si jamais il y a des trucs, vous nous écrivez. Il n'y a pas de souci. Vous nous dites, même si c'est hors manifestation, hors tout ça, s'il y a des difficultés. Nous, c'est vrai que voilà, on a bien donné la parole, surtout aux agriculteurs qui effectivement en ont besoin, et pas que, même si je la regarde, pas que sur M6. Voilà. Vous aimez beaucoup L'amour est dans le pré ou pas, vous d'ailleurs? Je suis pas fan parce que voilà, c'est pour nous agriculteurs, et puis bon, il y a souvent des visages qui sont choisis, des personnes qui sont choisies juste pour faire un peu le buzz. Donc, c'est caricatural un peu. C'est caricatural souvent. Alors pour défendre un peu le programme, moi je le regarde. Moi j'adore ce programme. On apprend plein de trucs. J'ai appris plein de trucs. Non mais c'est vrai. Les marais salants. Moi j'avais une copine, elle était tombée amoureuse d'un mec. Alors à l'opposé, moi je suis pas fan des gens. C'est devenu moins cliché qu'avant. Je trouve que c'est au contraire, c'est devenu un peu. Je suis d'accord que ça. Maintenant c'est ceux qui viennent. Ça apporte du. C'est ceux qui viennent, ouais, généralement. Je regarde pas donc. Je vous le dis. Maintenant c'est ceux qui viennent. J'étais déçu au début. Et maintenant, elle est belle l'émission. Je referai Karine Le Marchand est très très bienveillante justement. Ça se passe toujours très bien. Elle a aussi fait un reportage qui était exceptionnel. 100 ans en agriculture, je crois. Il y avait à débattre aussi, mais dans le gros, c'était très très bien. Franchement, je la remercie aussi de donner la parole et de montrer l'agriculture en France. Et on en manque, et donc c'est pour ça que merci. Mais il faut absolument, et s'il y en a qui m'écoutent, des agriculteurs, allez-y, communiquez. Vous avez les réseaux, vous avez des radios qui veulent bien vous accueillir, vous avez les télés. La porte est grande ouverte. Allez-y, parce que voilà, on a besoin de communiquer sur ce qu'on fait. Si on expliquait sur ce qu'on faisait, on en parlait tout à l'heure, là, c'est si l'opinion publique était dans notre sens, si les gens comprenaient ce qu'on fait, les négociations seraient peut-être plus faciles. J'ai l'espoir que les négociations seraient plus faciles. Parce que derrière, les gens votent. Et que si les gens sont pour les agriculteurs, les politiques, comme ils ne veulent pas froisser les gens, ils vont y aller. Voilà. Vous avez compris. Beaucoup Mathieu Maronès, jeunes agriculteurs, d'être avec nous dans Faut se le dire. On va passer à la suite, une petite page de pub. Ça me fait bizarre de dire ça. On se retrouve tout de suite après. Bonjour, je suis Christine Nicodème, je suis praticienne